Salut, c'est Dianguina d'Interlude Hip Hop Classique. J'espère que vous allez tous bien. Encore merci pour tous vos retours sur notre série Murdering qui sont unanimement élogieux. Et sur les centaines de commentaires postés, c'en est presque incroyable. C'est une vraie marque de reconnaissance par rapport au taf d'investigation qu'on mène à chaque fois. Alors aujourd'hui, on diversifie nos formats. Et avant de revenir avec une nouvelle série, je vous présente une rubrique toute neuve qu'on a intitulée Les dessous d'un hit, où à chaque épisode, je décortiquerai avec vous les secrets qui entourent la réalisation d'un classique rap en particulier. Et en imaginant ce nouveau format, le premier hit rap qui m'est venu en tête, c'est Can't See Me de Tupac. Parce que c'est l'archétype même du classique rap sur lequel on pense qu'il n'y a a priori pas grand chose à savoir, alors qu'en réalité, c'est le produit d'une histoire incroyable. Comme d'hab, mon taf a été méticuleux. Je me suis appuyé sur tout un tas d'articles, d'archives, d'interviews, et plus particulièrement la biographie de Dr. Dre par un auteur qui s'appelle Ronin Rowe, journaliste musical et surtout spécialiste de Death Row avec plusieurs ouvrages sur le sujet. Can't See Me de Tupac, c'est un tube emblématique, mais ce que peu savent, c'est qu'à sa sortie, cette chanson avait 1000 raisons de ne jamais exister sous sa forme finale. Et si toi aussi tu veux savoir pourquoi, laisse-moi te présenter ce que tu as peut-être toujours ignoré sur Can't See Me de Tupac. Alors si je devais marquer une date pour la naissance du process qui va accoucher de Can't See Me, ce serait de manière complètement subjective, le 18 octobre 1994. Ce jour-là sortait en magasin la bande originale du film Murder Was the Case, produite par Death Row. Et en plus du film, réalisé par Dr. Dre avec Snoop Dogg dans le rôle principal, la BO était particulièrement attendue depuis le succès d'une autre bande originale, produite par le label, celle d'Above the Rim sortie quelques mois plus tôt. Et un titre en particulier aimantait une large partie de l'attraction de ce disque, le fameux Natural Born Killers, qui scellait officiellement la réconciliation entre Dr. Dre et Ice Cube depuis l'époque NWA. Et peu le savent, mais Natural Born Killers avait d'abord été enregistré comme un duo entre Dr. Dre et Sam Snead. Dre avait réalisé un court-métrage de 17 minutes intitulé Murder Was the Case. Peu de temps après, un jour, en rentrant chez lui, il avait entendu Sam Snead qui bossait sur des instrus. Ce qu'il avait entendu avait retenu son attention et lui a demandé « Tu comptes faire quoi de ce beat ? Ce que tu voudras ?» Gars, faut inclure ça sur la bande originale du film. Sam était ouvert à cette idée, donc Dre l'a rejoint pour un duo sur Natural Born Killers en incluant Cube sur le refrain. Mais tout le monde chez Death Row était surexcité de voir Dre et Cube à nouveau réunis. Donc on avait demandé à Dre de retirer Sam Snead du titre pour permettre à Cube de rapper dessus. La situation a contrarié Sam, bien que Dre lui rappelait qu'il avait déjà un morceau en solo sur la BO, Recognize. Sam disait ne pas aimer la chanson, mais Dre prédisait qu'elle serait un succès. D'ailleurs, j'en profite pour passer une dédicace à mon gars Sirai ici. Je sais qu'on a déjà eu plusieurs discussions interminables sur ce son. Lui n'en est pas fan. Moi, je trouve que c'est une dinguerie. Et plus particulièrement le deuxième couplet de Cube, qui est d'une violence. Et à la première diffusion de ce clip sur les écrans télé en décembre 1994, les rumeurs allaient déjà bon train, puisque d'après certains, cette collab sur un titre devait en cacher une de plus grande envergure. Une collaboration sur un album entier entre Dr. Dre et Ice Cube. Et les mieux informés murmuraient même déjà le nom de ce projet. Helter Skelter. Ronin Rowe revient sur la chronologie des événements dans sa biographie de Dr. Dre. Après que Dre quittait Ruthless, Cube était de nouveau disposé à le revoir. Pendant leur conversation, on avait l'impression de retrouver le bon vieux Dre comme il disait. Bien que nerveux au départ, et après que chacun ait pris la température de l'autre camp, ils se sont rencontrés chez Dre. On n'était pas là pour se raconter des histoires, expliquait Cube. C'était le même mec que j'avais connu et moi, je suis resté celui que j'ai toujours été. On s'est juste retrouvés, on s'est mis à rire des vieux souvenirs. Avant même que Cube l'envisage, Dre a suggéré « On devrait faire un son ensemble ».
putain ce serait ouf. Tous les deux avaient encore des projets à finaliser, mais Dre voulait faire sortir Helter Skelter courant 94 en incluant Ren et Snoop. Dre était lassé du gangsta rap et voulait réaliser un album conceptuel sur une théorie de la fin du monde, rappelait D.O.C. Tout l'été, ils l'ont passé ensemble à discuter du projet. Lorsque les journalistes leur demandaient ce qu'ils comptaient faire, ils répondaient en plaisantant « NWE, niggas without easy ». En fait, ils travaillaient sur une chanson que Dre avait commencé avec Sam Snead. Natural Born Killers est généralement admis comme la première collaboration de Dre et Ice Cube depuis l'album de D.O.C. en 89. C'est en effet leur première chanson en duo depuis l'époque NWA. En revanche, ce qui est beaucoup moins connu, c'est que Dre et Cube s'étaient déjà retrouvés sur un single un an plus tôt, Paint the White House Black de George Clinton en 93, en featuring avec Dr. Dre, Cam, Yo-Yo, MC Breed et Ice Cube. Cette première association de Dre et Cube avec George Clinton est fondamentale, parce qu'elle préfigurera la naissance de Can't See Me Tupac, comme vous le verrez dans la suite de ce récit. Alors cette année 94 est cruciale dans l'histoire de Death Row et à plus d'un titre, et notamment parce qu'elle marquera les premiers désaccords de fond entre deux des cofondateurs du label, qui étaient Dr. Dre et Suge Knight. Parce qu'en l'occurrence, si Dr. Dre lui envisageait de faire sortir son projet avec Cube dans la foulée de la BO de Murder Was the Case, Suge lui avait d'autres priorités, en l'occurrence faire sortir les premiers albums de Dogg Pound et de Nate Dogg. C'était son titre le plus fort depuis longtemps et Dre se sentait renaître après leur retrouvaille. Il voulait que son album Helter Skelter soit en magasin dès l'automne 94, mais Suge disait qu'il devrait plutôt faire sortir les albums de Nate Dogg et Jewel. Alors cette décision de Suge pouvait sembler étonnante parce que la réunion de Cube et Dre sur un album commun était programmée pour être un succès a priori. Mais la suite des événements, et ça c'est une analyse personnelle, m'amène à penser que c'était certainement un choix éminemment stratégique de la part de Suge de tenter de dissocier le destin de Dr. Dre de celui de Death Row. Parce que je pense que dès le lancement du label ou presque, Suge a très vite ambitionné d'avoir la main mise seule sur Death Row, ce qui nécessitait en priorité de faire éclore d'autres artistes que Dr. Dre au sein du label. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est une analyse personnelle, ça n'engage que moi, parenthèse fermée. Quelques années plus tard, Dr. Dre fera allusion à son projet avorté, Helter Skelter avec Ice Cube, dans le morceau Game Over de Scarface, en featuring avec Ice Cube, Too Short et Dre lui-même. Ce titre, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur l'un de mes albums rap favoris, all time, le Untouchable de Scarface. It's time to run for shelter. I give the word, things could happen to Marks like it was Helter Skelter. I give the word, things could happen to Marks like it was Helter Skelter. Pour autant, le projet avec Cube n'a jamais été officiellement abandonné pendant les années Death Row de Dr. Dre. Et entre 94 et 95, Dre va enregistrer plusieurs titres destinés à Helter Skelter. Et parmi ces sons, nés de la réunion avec Cube, figurait une prod que vous connaissez très bien et qui a donné un morceau intitulé You Can't See Me d'Ice Cube. C'est assez peu connu, mais Cube a été le premier à poser sur ce beat. Puis les directives de Suge sur les sorties Death Row qui devaient suivre celles de la BO de Murder Was the Case ont amené ce beat à finir entre les mains de Dogg Pound. La priorité de Suge, fin 94 étant de faire sortir leur premier album. Pour beaucoup aujourd'hui je pense, je vais vous introduire à l'une des premières versions d'un son que vous connaissez très bien, You Can't See Me de Dogg Pound, enregistré courant 95, quelques mois avant Tupac pour le Dog Food, titre qui ne devait finalement plus sortir, donc excusez la qualité audio. Néanmoins ça reste un moment d'histoire, donc appréciez-le. It takes two
to get busy when the party's packed. So many girls wall to wall, in front to back. I got six packs of the bomb old English, and you know we was toe back when you sings. Foes get teased tonight's the night with the homies on deck. Say everything right. And even though I like to play around, skirts get me wrong and wanna stay around, get hit and lay around. With a touch of this and a touch of that, and a homie like a rebel definitely got my back. And the GS talking up on the cordless chip, it's all about that dog pound gangster clip with my MJ shade. And it's the party phase, lit young dads make the party the show. Shh. For all my homies in the pound with sets in the air, I'm a dog pound gangster and let's do a dare. The stairs are the million pairs of eyes, and you'll never realize. Le matin du 12 octobre 1995, Tupac est libéré de prison après paiement d'une caution en partie financée par Suge Knight en échange de sa signature chez Death Row. Je passe vite sur cet épisode puisque je consacrerai une série entière là-dessus. Alors dès sa sortie de prison, les témoignages sont unanimes. Pac s'est mis à enregistrer comme une machine. L'interprétation romanesque veut que Pac ait pressenti sa mort arriver de loin. Bon, l'explication plus terre à terre veut que Pac ait vite voulu s'acquitter de son contrat envers Suge, stipulant qu'il devait 3 albums à Death Row. Toujours est-il que ces nombreux démêlés judiciaires, mêlés avec le succès fou de son album Me Against the World, sorti pendant son incarcération avec notamment le fameux single Dear Mama, et surtout le fait que Pac rejoigne le label le plus populaire du moment, avait créé un buzz fou autour de sa personne. Partant de là, le plan de Suge était simple: capitaliser sur cet état de grâce, ce qui en d'autres termes voulait dire faire sortir un album de Tupac vite. Un jour au studio, alors que Sam Snead travaillait sur de la musique pour son album à venir, Pac est arrivé et a dit « Faudrait que tu me files quelques beats ». À ce moment, Sam Snead tentait encore de se faire pleinement accepter par la famille Death Row, bien que personne n'avait daigné se montrer aux 2 clips qu'il avait tournés. C'est pour ça qu'il avait répondu à Tupac « C'est pas un souci mec ». Suge ne cessait de répéter aux autres artistes, quand on commence à taffer sur un projet, tout le monde doit donner tout ce qu'il a pour le projet de l'artiste en question. Lorsque Dre n'est pas venu pour soumettre les beats qu'il avait, Suge a mis la main sur sa tape de You Can't See Me, destinée au projet Helter Skelter. Il a effacé les couplets de Cube et Dre pour les remplacer par ceux de Tupac, secondés par le refrain de George Clinton. Bien que Pac avait inclus Michelle, la copine de Dre, sur sa chanson Run the Streets, Dre ne voulait rien avoir à faire avec cet album. C'est bon, disait-il à l'ingénieur du son Tommy D, maintenant que Tupac est là, j'en ai fini avec Death Row. Let me hang with my niggas. Why you acting like that, Michelle? Huh? Le deal était aussi gagnant pour Tupac parce qu'à sa sortie de prison, il était fauché. Et donc il lui fallait faire des sous rapidement grâce à un nouveau contrat. D'où ses tout premiers mots sur Can't See Me: Give me my money in stacks and lace my bitches with damn figures. Give me my money in stacks and lace my bitches with dime figures. Give me my money in stacks and lace my bitches with dime figures. Real niggas fingers on nickel plated non-triggers. Si t'apprécies notre taf et que tu voudrais plus de vidéos comme celle-ci, tu peux nous aider en réalisant un don du montant de ton choix sur notre compte Tipeee, dont tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. En attendant, on te remercie d'avance et bonne suite de programme. Alors notez que le titre des premières versions de You Can't See Me, devenu Can't See Me sur l'album de Tupac, orthographié avec un C et non plus C, S2E du verbe voir en anglais, mais jouant sur l'homophone, n'est absolument pas le fruit du hasard. Ce changement est intervenu à la demande de Suge. Alors, c'est un point qui peut sembler complètement anecdotique, mais qui en fait est l'un des éléments les plus importants dans l'histoire de cette chanson et que je dois vous expliquer. La Californie, plus particulièrement, et notamment dans les années 90, est connue pour avoir abrité une guerre de gangs, comptant à schématiquement résumé par Bloods contre Crips, même si dans les faits c'était un petit peu plus complexe que ça, puisque vous aviez différentes factions chez les Bloods déjà, qui ne s'entendaient pas entre elles, et c'était pareil chez les Crips. Mais bon, pour cette vidéo, retenez Bloods contre Crips, c'est largement suffisant. Dans les années 90, Death Row était une structure unique,
dans le sens où ses membres étaient pour certains des Bloods, comme Suge Knight, d'où d'ailleurs la couleur rouge qui prédominait tant dans ses sapes, et pour d'autres étaient des Crips, comme RBX ou Snoop Dogg notamment. Donc Bloods et Crips travaillaient main dans la main chez Death Row, même si au vu de tous ceux qui composaient le label, la balance penchait clairement du côté des Bloods. Ce qui fait qu'en tant qu'entité, Death Row s'est doucement mais sûrement affirmé comme étant affilié aux Bloods. Je précise que Trees est une contraction pour Tweeta Bloods, qui était une sous-section particulière des Bloods à l'époque. Because I'm down with the trees, I'm down with Death Row. Because I'm down with the trees, I'm down with Death Row. I'm down with Black Tone and I'm down with the foe. So Et c'est là que l'histoire de Can't See Me Tupac devient très intéressante. Parce que ce qui va venir exacerber les antagonismes dans cette histoire, c'est le beef entre DJ Quik, légendaire producteur maison de Death Row, pote de très longue date de Suge et surtout membre des Mob Piru, qui était une section particulière des Bloods, et MC8, célèbre rappeur de Compton Most Wanted, que vous connaissez au moins pour son rôle dans Menace to Society et qui lui était un Crip notoire. My shit be popping out the record store as if it was a drug house. My lyrics bang like a crip of blood. Nigga, what? My lyrics bang like a crip of blood. Nigga, what? It ain't nothing. Alors je ferai une série entière qui sera dédiée au beef entre DJ Quik et MC8. Les gens le citent assez peu parmi les gros beefs de l'histoire du hip-hop, mais les amoureux de la West vous le confirmeront tous. Le beef entre Quik et 8 est l'un des beefs les plus violents de l'histoire du hip-hop. C'est l'un des seuls beefs à avoir clairement, ouvertement, franchement dépassé la sphère musicale pour ouvrir un nouveau front sur la guerre des gangs entre Bloods et Crips. Des gens ont été tués dans le cadre de ce beef. Des menaces pesaient même sur la mère de 8. Enfin, un vrai beef, quoi. Comme d'ailleurs le disait Big dans What's Beef, il y a vraiment beef quand même ta mère n'est plus en sécurité dans la rue. This, what's beef? Beef is when you need two cats to go to sleep. Beef is when your moms ain't safe up in the streets. Beef is when your moms ain't safe up in the streets. Beef is when I... Et sur la BO de Murder Was the Case, vous retrouvez un son culte de DJ Quik intitulé Dollars and Cents, et que pour les plus puristes d'entre vous, vous pouvez également retrouver sur le violentissime album de Quik, Safe Plus Sound, sorti en 95. Et sur ce titre, Dollars and Cents, Quik termine 8 comme jamais. giving your set a bad name with your misspelled name, E-I-H-T. Now should I continue? Yeah, you left out the G cause the G ain't in you. Et Quik poussera l'insolence jusqu'à aller interpréter Dollars and Cents au Source Awards 95, juste après la performance dingue de Sam Snead, en prime time, avec tout le posse Death Row derrière lui, et surtout, MC8 dans le public. Rhymes on deck, breaking all fools, proper, get dirt, did west, cause I clown coppers. Yeah. New hip hop, rap composer, Mozart couldn't see me, mad advanced in my skills, I'm all about the dollar bill. Dollar bill, Pittsburgh dollar to Cali, bill. dropping bombs like that, was on the deal with the squad, but solo couldn't hold it back. Black, a regulator, plus a big gay figure, mobbing with that ill killer with his finger on a bigger trigger, serving all, hitting sevens on a, making dough, eating shrimps, loafing with some real pimps. So P game, best believe I love my beats, that's why I make the type of music you can pump in your Jeeps. So bust my sound, I'm putting down for the underground. I got the women cause I'm slamming, jamming. Got it going on, it's time for the new producer to rise. Open your eyes, I think you better recognize. You know what I'm saying? What's up, New York? Think you better recognize. Once again, Yeah, it's the what's man up? with the master plan. They call him Sam and I. Think you better recognize. Oh yeah. Word up. Check this out. I'd like to dedicate this song to my fiance, MC8. Now let's get down to business. Cause it seems like y'all wanna keep on trying to diss this G from the trees that been down for years. We've clowned for years, and y'all can never fade my peers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 8, you can't win, cause all the way around I get respect. And use a nigga that can't even get no props in your set, you little coward. Trembling like a nervous wreck. Cause when I caught your plan, you put yourself in check. And when you left my presence, you left expedient. You ain't no damn killer, you's a comedian. Now, tell me why you act so scary. Giving your set a bad name with your misspelled name, E-I-H-T. Now should I continue? Yeah, he left out the G cause the G ain't in you. Remember that time you was rolling on the west?
Et MC8 répondra à DJ Quake sur plusieurs titres sur son deuxième album solo, le Death Threats. Cet album est ouf. À tous ceux parmi vous qui aiment les ambiances Westside, je vous le recommande vivement. Le Death Threats de MC8. Tous ceux qui l'ont déjà écouté savent très bien de quoi je parle. Making out your funeral plans, you get smacked up by the notorious murdering man. I talk some more points than basketball, not Curtis Blow. Feeling kinda nervous when we pass you. Your ride full of hoes when we blast you. Got no motherfucking stripes at all. Go toe to toe with the M8 and they gon' fall, sucker. Kill that. We'll bring your ass to the west side of Compton, that's where we chill at. Cause I don't give a fuck about dollars and cents. I'm bagging my nigga 859%. Cause I don't give a fuck about dollars and cents. I'm bagging my nigga 859%. Alors je sais que certains se diront, bon, Dianguina, c'est intéressant ce que tu nous racontes, mais on s'écarte un petit peu du sujet qui était Can't See Me Tupac à l'origine. Je m'écarte pas du tout, je suis même en plein dedans, parce que vous pouvez pas comprendre l'histoire de Can't See Me, et surtout dans ses subtilités, si vous n'êtes pas au courant du beef entre DJ Quake et MC8, qui connaît une escalade depuis le début des années 90, et va atteindre son pic en 96 justement. Je précise que les Rolling 60s cités dans ce passage sont une sous-section des Crips. Dre avait appris qu'un incident s'était déroulé lors d'une soirée au Club El Rey. Cette nuit-là, une altercation avait eu lieu entre un Crip et l'entourage d'un artiste Blood à l'extérieur. Le Crip, un membre des Rolling 60s, avait humilié le rappeur en question, mais s'était fait violemment prendre à partie par ses acolytes. Après l'incident, l'artiste était entré dans le club pour prendre part à la soirée. Mais à l'intérieur, ses amis se sont mis à boire et ont aperçu le Crip de l'extérieur, affirmait l'un des témoins. Ils se sont tout bonnement mis à s'acharner sur ce pauvre gamin et l'ont roué de coups à mort. L'attaque était tellement brutale que la foule s'est mise à hurler en se précipitant vers les sorties de secours. Le rappeur impliqué à l'origine avait frappé le Crip à la tête à coups de chaise, pendant que certains de ses nombreux amis le cognaient et d'autres le piétinaient au point de lui briser la colonne vertébrale. Sa mort avait révolté les autres membres des Rolling 60s. Bien que Death Row n'avait rien à voir avec le meurtre, les Crips considéraient que les Bloods qui traînaient avec Death Row étaient responsables. En effet, le rappeur à l'origine de l'histoire était un Blood qui était apparu sur des bandes originales du label. L'extrait cité ici est assez bref. Pour ce format de vidéo plus court, l'idée était uniquement de vous présenter un aperçu des répercussions qu'ont pu avoir cette guerre de gang, Bloods contre Crips chez Death Row. Mais je tenais à vous rassurer sur le fait que je reviendrai en détail sur cet incident, et bien d'autres encore qui ont émaillé l'histoire du label, dans une série entière en plusieurs volets, sur un sujet que je vous dévoile pas encore. En attendant, comme certains l'auront deviné, et pour ne pas en rajouter au suspense, je précise que l'artiste Blood, proche de Death Row, cité à de nombreux passages comme étant à l'origine de l'altercation, était bel et bien DJ Quake. Et le contexte est fondamental, parce qu'à ce stade, ce n'est même plus une histoire de DJ Quake contre MC8 ou de Death Row contre Compton Most Wanted. Désormais, c'est une histoire de Bloods contre Crips. Et au pic de ce beef là justement, début 96, sur son album Death Threats, MC8 va faire sortir un son lourdin qui sera même d'ailleurs son premier single et qui s'intitulera You Can't See Me. I got that tail on cue. You be dazed and confused, trying to figure out what we fix to do with the. You best get. Alors j'attire quand même l'attention sur le fait que le single You Can't See Me d'MC8 sort avant l'album All Eyes On Me de Tupac. Question, est-ce que 8 a eu vent du fait que Death Row allait faire sortir un titre du même nom par l'intermédiaire de Tupac, ou était-ce une pure coïncidence? J'en sais strictement rien, et malgré mon taf de recherche, je n'ai pas réussi à trouver une réponse claire à cette question. Toujours est-il que Suge répondra en changeant l'orthographe du titre de Tupac, de manière à ne pas créer de confusion avec le single d'MC8. Dre avait découvert que Suge avait effacé les couplets de Cube d'une chanson qu'il projetait intitulée You Can't See Me. Suge avait laissé le refrain du chanteur de funk George Clinton intact, mais avait permis à Tupac de rapper dessus. Le titre avait également changé, devenant Can't See Me, une insulte à l'encontre des différents gangs Crips de Los Angeles. Alors ceux qui connaissent Pac me diront mais Pac était cool avec MC8 depuis l'époque de Menace to Society. Et en plus Pac n'avait pas d'appartenance claire à un gang, ce qui pour ces deux points d'ailleurs sont vrais. Mais n'oublions pas que ce changement de nom était une démarche de la part de Suge, qui lui a toujours été un membre Blood et pas Roos comme Quake.
Strap your bulletproof vest, nigga, cause it's gonna be a long one. Now me and Quick finna show you niggas what it's like on this side. Now me and Quick finna show you niggas what it's like on this side. The real side. Now, en plus, ce beef entre MC8 et Death Row allait bien au-delà des affinités personnelles de Pac, puisque comme je vous l'ai dit, c'était un autre front sur la guerre de gang entre Bloods et Crips. Le label faisait du surplace, et les artistes ont vite compris qu'ils faisaient l'objet d'une autre controverse dans la rue. Les Crips avaient entendu Quick insulter 8 et considéraient désormais Death Row comme un refuge de Bloods. Et même si Pac n'avait pas de filiation claire avec les Bloods de Suge, ça n'empêche que si vous êtes très attentif, sa musique est parsemée de messages subliminaux qui prêtent une forme d'allégeance aux Parus. Et évidemment, quand on l'entendait gueuler MOB, MOB, ce n'était pas que pour Money Over Bitches, mais aussi et surtout pour Mob Parus. Screaming death row, throw my west side, ain't no thing, we was raised off drive-bys, brought up to bang, we claim mob, MOB, we claim mob, MOB, if you be specific. Alors Can't See Me reste l'un des plus grands classiques de Tupac. J'adore ce titre, je le connais par cœur, et plus particulièrement le troisième couplet de Pac qui est fracassant. J'adore Dog Pound, mais je suis vraiment content que Suge ait donné le titre à Tupac. Can't See Me reste dans mon top 3 All Eyes on Me, avec Trading War Stories et Ain't Hard to Find. N'hésitez pas également à me laisser vos top 3 All Eyes on Me, je suis curieux de savoir. Alors si t'apprécies mon t-shirt, sache qu'on a créé une première collection dans le même genre, où tu retrouveras des covers d'albums rap sous format cartoon. Ce qu'on te propose, c'est une manière stylée d'enfin affirmer haut et fort ta passion pour nos classiques hip-hop, en sortant des sentiers battus avec ce qu'on nous bassine à la télé comme étant du rap. Et évidemment que sur cette première collection, au-delà de Tupac, tu retrouveras d'autres personnages, comme du 50, du Game ou du Nas par exemple. Après, je vais être franc avec toi. Aujourd'hui, on est encore sur une phase test, ce qui veut donc dire qu'on va se borner à une collection limitée, à la fois en termes de quantité et de modèles. On a fait produire 300 exemplaires au lancement il y a quelques semaines. Et on ne relancera de nouvelles productions, étendues sur d'autres modèles, qu'à la seule et unique condition que la demande ait été bonne dans un premier temps. Donc si tu veux être sûr d'avoir le t-shirt sur le ou les modèles qui te plaisent, tu peux dès à présent te rendre sur le site outro-official.com dont tu retrouveras le lien dans la description. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu auras apprécié et surtout que tu auras appris des choses sur Can't See Me Tupac. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et également à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater notre prochaine série. Encore une fois, comme pour chacune de nos vidéos, je veux que tu saches que ce sont des heures de taf entre les articles, les archives, les interviews et surtout le montage. Donc si tu veux nous aider à réaliser plus de contenu comme celui-ci, tu peux également faire un don du montant de ton choix sur notre compte Tipeee dont tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. Et en ce qui nous concerne, on est de retour très vite avec du lourd, et notamment notre fameuse série What's Beef, où je décortiquerai avec vous les origines de beef hip-hop. Je suis assez méticuleux dans mon taf, donc pardonnez-moi si je prends un petit peu de temps, mais j'ai une autre bonne nouvelle, puisque les débats de groupe reviennent également. Et pour ceux qui viennent de nous découvrir, vous pouvez également consulter nos vidéos déjà disponibles, présentes sur les différentes playlists de notre chaîne YouTube. En attendant, portez-vous très bien et à très vite.